Coupés du reste du monde depuis plus d'un mois, les 120 000 habitants du Haut-Karabakh, l'enclave à majorité arménienne qui s'est autoproclamée indépendante de l'Azerbaïdjan en septembre 1991, tentent de survivre aujourd'hui en plein hiver dans des conditions précaires, privés de nourriture, de soins, d'électricité et pour certains séparés de leur famille restée en Arménie. Et oui, ce matin, nous parlons de ce peuple frère du peuple juif dans l'histoire. Les Arméniens du Haut-Karabakh, toujours soumis à un blocus qui appelle désormais à l'aide internationale. Et pour en parler ce matin, un fin connaisseur de la région, de la situation dans le Caucase, c'est Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on vous a régulièrement reçu sur cette antenne. On avait fait un point notamment sur la situation en Arménie et dans le Haut-Karabakh en septembre dernier sur Radio J. Depuis, rien ne semble avoir vraiment bougé pour les Arméniens. Concrètement, quelle est la situation aujourd'hui pour bien comprendre? On parle de blocus et vous parlez même, vous, d'une prison à ciel ouvert. Oui, de facto, c'est une prison à ciel ouvert depuis le 12 décembre, c'est-à-dire depuis 37 jours. La seule route qui relie l'Artsakh à l'Arménie, donc au reste du monde, puisque tout le reste des frontières de l'Artsakh, c'est l'Azerbaïdjan, a été coupée. Le prétexte, ce sont des mines que possède l'Artsakh, que l'Azerbaïdjan revendique. Des militants écologistes surgis de nulle part, puisqu'il n'y a jamais eu de mouvement écologiste en Azerbaïdjan depuis 30 ans, sont arrivés pour réclamer de dépolluer d'une certaine manière ces mines. Les ouvriers ont répondu non. Et les Azéris se sont installés, ils sont arrivés à une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, ils sont devenus 100, 200, 500. On s'est rapidement rendu compte que c'était des faux militants écologistes, en fait, c'était des soldats de l'armée azérie camouflés. Et depuis, ils ont installé ce blocus sur ce corridor qui empêche donc la nourriture, que vous l'avez dit, les médicaments de circuler, et les hommes et les femmes de circuler sur ce corridor, de sorte que depuis 37 jours, vous avez 120 000 habitants, dont 30 000 enfants et 20 000 personnes âgées, qui n'ont plus d'accès à rien du tout. C'est terrifiant, ils sont sur leurs réserves. Aujourd'hui, il n'y a même plus de billets de banque. Ce sont des coupons. On a un coupon pour avoir 1 kilo de sucre par mois pour une famille. On en est dans cette situation. Il y a déjà eu 2 morts qui n'ont pas pu être évacuées à temps en Arménie parce que la Croix-Rouge arrive à évacuer quelques personnes vraiment en état d'urgence sanitaire critique. On ne peut pas atterrir ni d'hélicoptère ni d'avion sur l'aéroport de Stepanakert, qui est la capitale de l'Artsakh, puisque les Azéris ont dit qu'ils tireraient sur le moindre avion qui décollerait, parce que ça voudrait dire que Stepanakert n'appartient pas à l'Azerbaïdjan. Donc c'est vraiment une situation humanitaire désormais très grave et on est dans une impasse politique, géopolitique, diplomatique, mais il y a une urgence humanitaire. C'est pour ça que les habitants de l'Artsakh réclament vraiment une intervention désormais pour forcer ce corridor qui, en théorie, est sécurisé par l'armée russe. Alors on va parler justement de la Russie, mais pour rester justement sur ce blocus, les Azéris ont proposé d'ouvrir le corridor de Latchine uniquement pour les Arméniens voulant partir d'Artsakh. Oui, dans un seul sens, parce que depuis le début, c'est l'objectif de l'Azerbaïdjan. Et quand je dis depuis le début, depuis 100 ans, c'est de faire partir les Arméniens de cette région du Sud-Caucase, comme les Turcs ont fait partir les Arméniens en les envoyant dans des déserts de Syrie et en pratiquant ce génocide en 1915. De la même manière, aujourd'hui, les Azéris essayent de décourager les habitants de rester dans cette région en les menaçant en permanence, en leur tirant dessus, en leur téléphonant la nuit, en les bombardant de temps en temps, encore une fois. Et là, en leur disant, vous pouvez retourner en Arménie si vous n'êtes pas content. Et puis, une fois que les territoires seront vides, on installera des Azéris. Donc, il y a vraiment, c'est une forme d'épuration ethnique soft, si on peut dire, une guerre à bas bruit qui continue et contre laquelle les Arméniens disent, de toute façon, on n'a aucun autre endroit à aller, on restera là. Doit-on mourir? On mourra debout plutôt que vivre couché. Ouais, le but, c'est vraiment de semer la terreur. Vous avez dénoncé d'ailleurs l'indifférence finalement donc des organisations internationales comme Amnesty International qui a mis 1 mois à réagir par rapport à ce qui se passait. Amnesty, qui soit dit en passant, est connue pour ses positions très anti-israéliennes très régulièrement. Elles ont encore une utilité justement, ces organisations internationales, dans ces territoires qui sont difficiles d'accès? Oui, bien sûr, parce qu'il y a quand même le comité international de la Croix-Rouge qui fait le travail minimal sur place. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une urgence d'une mobilisation beaucoup plus générale des ONG qui ont beaucoup de travail en Ukraine, il est vrai en ce moment. Mais ce qui se passe en Arménie est d'une certaine manière de la même nature que ce qui se passe en Ukraine, à une autre échelle, bien entendu. On n'est pas dans les mêmes proportions, mais on a un dictateur, on a un pays impérialiste, expansionniste, raciste, qui menace de faire mourir des dizaines de milliers de personnes. Normalement, toutes les organisations humanitaires devraient intervenir. Je pense qu'il manque un déclic quand même politique. Il manque une personnalité ou un État qui appelle vraiment
à réunir ces organisations internationales et de s'installer et de venir débloquer ce corridor. C'est ce qui manque aujourd'hui dans la politique mondiale. Alors, est-ce que ça passera par l'ONU? Est-ce que ça passera par une initiative d'un seul pays? C'est à voir, mais aujourd'hui, il y a vraiment urgence. Vous parliez de la Russie, Jean-Christophe. Il y a ces camions de casques bleus qui ont été déployés par Moscou pour les Arméniens ces dernières semaines, que le président Azeri Ilham Aliyev encourage à prendre. Alors, il y a cette phrase qui m'a beaucoup marquée récemment, celle de Valérie Toranian, qui est venue récemment sur Radio J. Elle a dit aujourd'hui, la Russie soutient l'Arménie comme la corde soutient le pendu. Oui, mais parce que il y a un malentendu, c'est-à-dire que la Russie est le protecteur historique des Arméniens contre les Turcs. Mais c'est toujours intéressé de la part de la Russie. La Russie a besoin d'avoir un pied dans le Sud-Caucase. Et aujourd'hui, la vérité oblige à dire que la Russie a beaucoup plus d'intérêt avec la Turquie, donc avec l'Azerbaïdjan, qu'avec l'Arménie. L'Arménie, le problème, c'est un pays pauvre, qui n'a pas d'accès à la mer, qui a très peu de ressources, à côté de l'Azerbaïdjan, qui a d'énormes ressources gazières et pétrolières, comme vous le savez, et de la Turquie, qui est en train de s'arranger avec Moscou dans un certain nombre de pays, comme le nord de la Syrie, sur le dos des Kurdes, par parenthèse. Et évidemment, l'Arménie ne compte pas dans cette histoire. Et aujourd'hui, la Russie et la Turquie se sont rapprochés. Erdogan essaye de faire un petit peu la diplomatie, donc tout en faisant partie de l'OTAN, donc pro-américain, continue à négocier avec les Russes. Il joue très bien sa carte et il a besoin de l'Azerbaïdjan. Et la Russie, aujourd'hui, est plus proche de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie, tout pays orthodoxe, plutôt proche d'un autre pays chrétien comme l'Arménie, qu'il est vis-à-vis de... alors que l'Azerbaïdjan est un pays chiite. Mais la religion compte peu dans cette histoire. Aujourd'hui, c'est vraiment les intérêts géostratégiques qui comptent. Et la Russie a besoin de Bakou pour vendre son gaz et son pétrole, puisque le reste du monde le sanctionne. Par parenthèse, la Turquie n'a pas sanctionné la Russie. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais on ne dit rien à la Turquie. Et l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, évidemment, récupère du gaz russe et sans doute nous le revend en prétendant que c'est du gaz azerbaïdjanais, puisque Ursula von der Leyen a doublé les importations de l'Union européenne de gaz en disant on va prendre du gaz azéri plutôt que du gaz russe. La vérité, c'est que c'est du gaz russe avec un coup de tampon Azerbaïdjan. C'est d'une hypocrisie et d'un cynisme totalement atroce. C'est intéressant justement de parler de l'Union européenne parce que aussi très indifférente par rapport à ce qui se passe, dont le Conseil de l'Union européenne qui a demandé la semaine dernière à l'Azerbaïdjan de cesser le blocage du corridor de Latchine, mais d'une manière quand même très timide. Oui, très timide. Objectivement, il n'y a que Emmanuel Macron qui se mobilise, qui s'est mobilisé, qui à Prague, au sommet quadripartite de Prague en octobre, a réuni à la fois Aliyev et Pachinian, le Premier ministre arménien, et Charles Michel, et qui a tordu le bras de l'Union européenne pour imposer une mission d'observation. Par parenthèse, depuis que cette mission d'observation, donc qui est en Arménie évidemment, existe, eh bien, il n'y a plus d'agression de l'Azerbaïdjan sur le territoire arménien, ce qui avait été le cas, souvenez-vous, en septembre, où l'Azerbaïdjan avait bombardé et attaqué plusieurs villes d'Arménie. Donc cette mission d'observation, il me semble que demain à Strasbourg, il pourrait être voté sa prolongation, et pas sur 1 mois ou 2 mois, peut-être sur 2 ans. Donc ce qui prouve... Et c'est une protection, parce que quand vous avez une mission d'observateurs civils européens qui se promènent le long de la frontière, c'est quand même compliqué d'attaquer le pays sans se faire sanctionner par le reste du monde. Aujourd'hui, à défaut d'une mobilisation internationale immédiate, il faudrait déjà sanctionner le régime de Bakou pour ce qu'il fait, pour ce blocage. Il y a aussi des enfants qui n'ont plus de droit à l'éducation parce qu'Internet est coupé, parce que l'électricité est coupée, donc ils meurent de faim, de froid, ils n'ont plus d'accès à l'éducation. Normalement, toutes les organisations liées à l'ONU devraient se mobiliser pour défendre ce petit peuple qui n'a aucune ambition impérialiste, qui demande juste à vivre, en l'occurrence à survivre. Alors quelque chose d'assez terrible, certains justement jugent aussi que les Arméniens finalement dans ce conflit ne sont pas assez soudés, que la diaspora arménienne est peut-être trop indifférente à ce qui se passe en Arménie. Et puis sur le front politique intérieur arménien, je crois qu'il y a aussi quelques difficultés. Oui, alors il y a beaucoup de nuances effectivement entre la diaspora qui est un peu démunie aujourd'hui, qui à part envoyer de l'argent, du soutien moral et financier, ne sait pas très bien et faire des manifestations comme ce soir, comme tous les mardis soirs devant l'Assemblée nationale à 18h30, bien sûr, mais elles se sont un petit peu démunies. L'Arménie et l'Artsakh n'ont pas le même calendrier. Le Premier ministre Pachinian, lui, voudrait faire la paix avec les Turcs et délaisse un petit peu l'Artsakh. C'est ce qu'on lui reproche depuis 4-5 ans au profit du développement de l'Arménie. Et puis les habitants d'Artsakh, eux, ils demandent juste encore une fois à s'en sortir. Ils ont besoin de l'Arménie, mais pas seulement de l'Arménie. Ils savent que le soutien de l'Arménie ne suffit pas. Ils ont besoin d'une aide internationale. Ils comptent beaucoup sur la France, parce que la France est une amie historique et pas seulement politique de l'Arménie. Mais effectivement, les habitants d'Artsakh sont
eux, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est que ce qui nous protège quand même un petit peu des Turcs, c'est les Russes. Donc c'est compliqué quand même de se détacher des Russes. Or, les Russes sont mis au banc des nations pour des raisons évidentes en ce moment. Aujourd'hui, les Arméniens aimeraient avoir d'autres alliés. Les États-Unis, par exemple? Bah oui, mais les États-Unis, le problème, c'est qu'ils ont aussi comme seul échappatoire économique aux pays hostiles qui les entourent, l'Iran. En plus, qui est pas franchement le pays le plus sympathique du monde, surtout en ce moment. Donc les Arméniens, grosso modo, leurs alliés supposés en ce moment, c'est la Russie et l'Iran, qui sont avec la Corée du Nord, les deux pays les plus détestés à juste titre par le reste du monde. Mais localement, ils n'ont pas d'autre choix, parce que sinon, c'est la Turquie et l'Azerbaïdjan. Donc que faire? Donc le Premier ministre arménien, il essaye de naviguer entre toutes ces choses. Donc il essaye de se tourner vers l'Union européenne, vers l'Inde pour acheter des armes, vers les pays les Émirats arabes unis ou les pays du Golfe Persique, mais la diplomatie des Arméniens est très compliquée à cause de sa situation géographique, même si évidemment aujourd'hui les Arméniens sont très détachés des Russes, en voyant bien que les Russes laissent faire ce blocage pour revenir à ce corridor de Latchine. Les Russes, dès le début, auraient pu nettoyer, auraient pu évacuer. Ils l'ont pas fait. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas le faire à cause de la situation en Ukraine, ou est-ce qu'ils ne voulaient pas le faire pour pas fâcher l'Azerbaïdjan dont ils ont besoin aujourd'hui pour exporter encore une fois leur gaz, leur pétrole, et puis il y a un certain nombre d'oligarques azéris qui sont proches de Poutine. C'est l'interrogation que tout le monde se pose là-bas. Alors un dernier point rapidement, Jean-Christophe Buisson, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait quelque chose en tout cas qui prenne la parole pour soutenir les Arméniens, et c'est vrai, on vous entend vous régulièrement, on vous lit, vous défendez les Arméniens, vous l'avez d'ailleurs très bien expliqué à notre antenne la dernière fois, défendre les Arméniens c'est aussi nous défendre face à une menace expansionniste turque, azérie que vous jugez inquiétante, et pourtant le monde chrétien reste assez indifférent. Le pape, on l'entend très peu sur l'Arménie. Est-ce que justement ça doit pas venir aussi peut-être de là, du monde chrétien, du pape? Bien sûr, mais je pense que c'est insuffisant. Maintenant, il faut vraiment une intervention physique sur place. Il y a vraiment une urgence humanitaire. Évidemment qu'on a du mal à comprendre pourquoi le pape est aussi indifférent au premier pays chrétien de l'humanité. Alors qu'il parle beaucoup de l'Ukraine, oui. Comment ? Alors qu'il parle beaucoup de l'Ukraine. Oui, il parle beaucoup de l'Ukraine. Et lorsque Sylvain Tesson l'a rencontré il y a quelques semaines, à l'invitation du président de la République Emmanuel Macron, il lui a demandé, il lui a dit, mais pourquoi vous n'intervenez pas, pourquoi vous ne condamnez pas l'Azerbaïdjan? Et le pape a levé les yeux au ciel en disant, oh là là, ça c'est de la politique, c'est pas mon domaine. Bah si, c'est de votre domaine, votre sainteté. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Jean-Christophe Buisson pour toutes ces précisions, et on continuera bien sûr à suivre ces développements politiques très inquiétants, en tout cas sur le Haut-Karabakh, les 120 000 habitants du Haut-Karabakh arménien qui sont toujours donc sous blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et à très bientôt sur Radio J.